Bonjour à tous, donc je vais démarrer, je suis Nathalie Duvillage, je suis la directrice du CREAC et je vais moi plutôt vous parler de la partie comment on en est arrivé là. Et Gwen va plutôt vous parler B de elle, voilà, tout le travail qu'elle fait et son rôle au sein de la structure qui a fortement évolué l'année dernière puisqu'on a développé un nouvel axe qui est l'axe santé-habitat au sein du CREAC et qu'elle est repartie à la fac se former. Et donc, elle vous racontera ce parcours et comment on intègre aujourd'hui le volet santé-habitat dans nos actions. Tu peux avancer si tu veux. Marie. Bah non, parce que je vais... Non, on n'avance pas, Marie. Ah. Donc, au CREAC, on est opérateur... alors, on est une structure associative. On existe depuis un peu plus de 20 ans, 22 ans. On est basé en Gironde. Donc, on travaille notamment sur ce territoire à l'échelle du département, parfois en dehors, mais... Pour les actions qui vont nous concerner aujourd'hui, on est plutôt sur le département de la Gironde et un peu limitrophe. Et on travaille, moi je suis au CREAC depuis une quinzaine d'années et j'ai développé pas mal de projets de lutte contre la précarité énergétique. J'étais conseillère info énergie avant, puis voilà, donc lutte contre la précarité énergétique depuis pas mal de temps. Et assez vite, on a fait des actions, on a commencé un peu comme tout le monde, hein, on a commencé par faire des permanences dédiées aux ménages fragiles dans les centres sociaux, puis après on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Donc on a mis en place des actions de distribution de kits économie d'énergie et d'eau. Puis après on est arrivé aux visites avant que les SLIM n'existent, on faisait déjà des visites à domicile. Et puis après sont arrivés les SLIM, donc on s'est intégré dans des SLIM. Et aujourd'hui on est opérateur SLIM pour le département de la Gironde en groupement avec 2 autres structures. Donc voilà. Et on est également opérateur en groupement avec ces mêmes structures sur Bordeaux Métropole pour un gros dispositif aussi de lutte contre la précarité énergétique. Mais c'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler. Là, après, le CREAC développe aussi des actions de sa propre initiative. Et il y a 4-5 ans maintenant, je voulais travailler sur le volet santé et précarité énergétique. Et la santé n'était pas une compétence qu'on avait en interne. Voilà, parce que nous, on est des énergéticiens, ou Gwen n'est pas énergéticienne, mais elle vous expliquera un petit peu son profil. Et donc, on a la chance d'avoir une conseillère médicale en environnement intérieur sur notre territoire girondin. Donc, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de conseillère médicale en environnement intérieur que j'appellerai désormais CMEI, parce que sinon, à midi et quart, on y est encore. Voilà, donc CMEI, ce sera conseillère médicale en environnement intérieur. En fait, ce sont des... peut-être que Gwen, je vais te laisser là pour le coup, parce qu'elle est aujourd'hui CMEI. Donc, je reprendrai ma petite histoire, mais pour l'instant, je vais laisser Gwen expliquer ce qu'est une CMEI. Donc, CMEI, c'est un métier qui existe depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, je crois. Les premiers ont été formés il y a plus de 20 ans. C'est vraiment... Son métier, c'est d'aller à domicile. Donc, on parle toujours du logement. C'est là où vous allez comprendre qu'il y a un lien fort avec les actions de lutte contre la précarité énergétique. La CMEI intervient sur l'axe santé dans le logement. Elle est mobilisée à la demande du médecin traitant et aussi de spécialistes. Ça va être les pneumologues ou les allergologues notamment, qui ont des questionnements, puisque maintenant on a tous connu, le médecin ne va plus à domicile, ou très peu quand même. Il a perdu cette vision-là avec son patient et ses médecins se posent la question des pathologies existantes. Donc on est vraiment sur du patient, donc on est sur la pathologie et de la clinique. La mise en place de traitements, on voit bien que ça a des limites, on n'arrive pas à stabiliser l'asthme ou l'allergie. On a des retours à l'hôpital assez réguliers, on peut avoir des crises qui dégénèrent. Donc le praticien se pose la question, avec toute la batterie de médicaments qu'il peut mettre en place, des limites que ça a. Et il se pose la question vraiment du logement et qu'est-ce qui va influencer, qu'est-ce qui va venir impacter son patient. Et il mobilise, donc il fait une ordonnance en fait pour qu'une CMI soit saisie et intervienne à domicile pour aller voir le lien entre la pathologie et le logement. En fait, notre but, c'est on mène une enquête, exactement ce qu'on fait sur un SLIM sur le bâtiment, mais on le fait sur cet axe-là, qui est plutôt qualité d'air intérieur. On part de la pathologie du patient, en règle générale, et on va aller voir dans le logement tout ce qui va pouvoir influencer ou aggraver l'état de santé. Il faut faire attention avec ça, c'est pas que le logement rend vraiment malade, mais c'est qu'on a un matériel génétique, on a une personne qui est sensible, qui a une pathologie avérée, et on va chercher dans le logement ce qui vient l'influencer, ou ce qui vient l'aggraver. Voilà, c'est vraiment ça le but. Donc on fait un diagnostic socio-technique et santé du logement. On va parler de ventilation, bien sûr, on va les vérifier. On va regarder tout ce qui va être humidité.
Et on va regarder tout ce qui va être allergène. Donc on va regarder les polluants, les pollens, les moisissures. Nous, on en a beaucoup dans notre territoire et elles ont un rôle sur ces pathologies-là. On peut même aller jusqu'à faire du prélèvement et l'envoyer en analyse. Et comme ça, on va trouver la souche et voir si elles ont un impact, si elles sont allergisantes, quoi que ce soit, ou irritantes. Et on va beaucoup parler, donc on parle du bâtiment et on parle beaucoup habitudes de vie. Donc on va faire tout ce point-là avec la personne. Est-ce qu'elle fume C'est l'une des premières questions qu'on est censé poser, je suis désolée. Et ensuite, voilà, quels produits elle utilise, comment elle fait, est-ce qu'elle aère bien son logement, plein de questions comme ça. Et derrière, on met en place des mesures d'éviction personnalisées en fonction de la situation. Voilà. Comme un slim, mais sur le volet santé. Sur le volet santé. Voilà. Mesures d'éviction. Les mesures d'éviction, c'est-à-dire on va sortir, on va essayer d'enlever les éléments mais qui... C'est le terme technique, pareil, la préconisation pour nous les slims. Pas la personne du logement. Voilà. Non, alors, ça peut être une recommandation. Ça nous arrive. Alors, on a des grosses pathologies. Donc moi j'ai parlé beaucoup d'allergènes et d'asthme. On a d'autres pathologies beaucoup plus graves et invalidantes. On peut avoir de la mucoviscidose. Donc là pour le coup... si on a un logement fortement dégradé avec beaucoup de moisissures, oui, c'est une recommandation très très importante de la sortir du logement. Il en va de sa vie complètement. C'est arrivé, la personne, on a fait les analyses, elle avait la mucoviscidose, dans sa chambre il y avait des moisissures qui se sont révélées toxiques à l'analyse. Dès qu'on a reçu les résultats, on a appelé la personne, elle n'est plus rentrée dans son logement. Voilà, c'était le cas extrême, mais c'est pour dire ça peut arriver. On va sur des rhinites à répétition à des gens qui ont vraiment des pathologies très lourdes. Donc on est allé voir le... Merci. Voilà ce qui est donc une conseillère. Elle est orientée par le médecin et elle va travailler vraiment sur l'enquête santé et habitat. Et donc voilà, on n'avait pas du tout ce métier en interne. C'est vraiment un métier à part entière. Et on est allé à la rencontre de la CMEI de notre territoire en Gironde et donc sur les départements limitrophes, qui m'a expliqué du coup comment elle travaillait, ce qu'elle nous racontait Gwen, orientation médicale, etc. Et en me disant, écoutez, ce que vous faites vous dans le logement, à savoir, nous on vient sur un slim classique, ce que vous avez présenté juste avant, ou des visites socio-techniques, même si elles ne s'intègrent pas forcément dans un slim, c'est extrêmement intéressant parce que moi, je fais mes mesures, je fais des constats, je fais des prélèvements de moisissures, j'ai mes analyses qui disent que oui, les moisissures sont toxiques, et une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas dire grand-chose de plus au ménage, à part leur dire comment enlever ces moisissures en se protégeant, voilà, ou anti-acariens, mais dès que je vois un problème de ventilation, de poêle à pétrole, ou que je vois bien qu'il y a un dysfonctionnement dû au bâti pur et dur, ce n'est plus mon métier, je ne sais pas quoi leur dire et je suis frustrée aujourd'hui parce que je ne peux pas aller plus loin. Donc on a mis en place une action soutenue immédiatement à ce moment-là. J'avais déjà des financements acquis pour cette action-là avant d'aller la voir. C'est assez rare, donc je tiens à le dire, c'est extrêmement confortable. De la Fondation Abbé Pierre et de l'ADEME à l'époque. Après, on a été soutenu par l'ARS et la DREAL. Et puis après, on a également été lauréat de l'appel à projet porteur d'idées énergétiques d'AG2R, la mondiale, qui nous a d'ailleurs au local soutenu après pour la dernière année. Enfin, voilà, ça nous a permis de faire 3 ans d'action. Et donc l'idée, c'était que la conseillère médicale continue à faire ses missions comme elle avait l'habitude de le faire, si ce n'est que nous, on l'a formée à identifier la précarité énergétique, parce qu'elle n'allait pas que chez des ménages en précarité énergétique, elle allait chez des ménages malades. Et donc on a mis en place des indicateurs pour qu'elle-même identifie des situations de lutte de précarité énergétique, avec l'accord des occupants, et on l'a eu systématiquement, quand elle voyait que le logement aggravait la maladie ou avait un impact sur la santé des occupants, elle proposait notre deuxième visite, et donc on faisait notre visite socio-technique en prenant son relais, en se basant sur ses premiers constats à elle, et en les complétant par les constats qu'on pouvait faire sur le bâti, et surtout des préconisations techniques. Donc bien évidemment, tant qu'à aller au logement, on allait aussi travailler sur la consommation d'énergie. Au-delà de l'impact sanitaire du logement, on travaillait finalement sur la situation globale du logement, d'un point de vue consommation d'énergie et consommation d'eau. Voilà. Et cette action s'est appelée Quand le logement rend malade. Et on s'est rendu compte, donc la dernière année, on l'a terminée en 2019 avec une fin d'évaluation qui s'est sur le dernier semestre de 2019. On a souhaité évaluer, savoir où en étaient les situations qu'on avait accompagnées sur les 3-4 dernières années. Donc sur 3-4 années de dispositifs, on a accompagné près de 85 ménages. On s'est rendu donc des propriétaires occupants ou des locataires, du parc public ou du parc privé. C'est vraiment dans toutes les situations. Et les deux principaux constats, il y en a d'autres, mais les deux principaux constats, c'est que oui, le logement aggrave des pathologies, et que la santé est un levier extrêmement pertinent pour notamment
remonter auprès des propriétaires bailleurs. Alors pour les propriétaires occupants, on sait que quand on va voir un propriétaire occupant, qu'on l'accompagne dans un SNIM, on sait qu'il y a assez souvent des travaux qui sont réalisés derrière parce qu'il y a quand même des leviers assez faciles à mettre en œuvre chez les propriétaires occupants. Chez les propriétaires bailleurs, on sait que c'est toujours plus compliqué de faire cette médiation et d'arriver à ce qu'il y ait des travaux qui soient réalisés. Et on s'est rendu compte qu'en actionnant le levier ou en complétant nos préconisations techniques avec des alertes sur la santé des occupants, on s'est rendu compte que les propriétaires bailleurs, autant du parc privé que du parc public, réalisaient bien plus souvent de travaux que sur un SLIM classique et à une échéance beaucoup plus courte. Donc ça ne résout pas encore toutes les solutions, mais on s'est rendu compte que c'était vraiment un vrai levier, un vrai argument et vraiment une porte d'entrée nouvelle. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est rassurant parce que ça veut dire que les propriétaires bailleurs sont quand même à l'écoute de la santé de leurs locataires. Donc c'est quand même une bonne chose. Et du coup, de ce constat, est arrivée une conclusion logique, c'est que vu la pertinence de cet axe santé sur le volet notamment lutte contre la précarité énergétique, on a internalisé la compétence. Et c'est comme ça que Gwenaëlle est partie se former. Et c'est comme ça aussi qu'est né le projet Tout faire dans la dentelle, parce qu'on s'est rendu compte, et après ce sera ma dernière phrase, je te laisse le lire, la suite, on s'est rendu compte aussi dans l'évaluation de quand le logement rend malade, qu'il y avait des blancs et qu'on n'allait pas assez loin. Qu'il y avait, vous l'avez dit aussi très justement, il y a des aides à la pierre, il y a des aides à la personne, mais ça ne couvre pas toutes les problématiques et tous les freins qu'on a pu identifier quand on a mené l'action quand le logement rend malade. Et c'est croisé une nouvelle problématique ou un nouvel questionnement que j'avais, c'était et quid des énergies renouvelables, parce qu'on dit, alors là on sort du volet santé, mais en parallèle je m'étais dit, maintenant on a travaillé sur le volet santé, mais maintenant pour moi il manque encore un bloc pour travailler sur la lutte contre la précarité énergétique, c'est l'intégration des énergies renouvelables. Quand on a des aides à la pierre, on commence par les travaux d'économie d'énergie, notamment isolation et remplacement des chauffages, c'est normal, c'est légitime, mais par contre du coup il n'y a plus assez de financement mobilisable pour les énergies renouvelables, qui nécessite quand même des investissements au départ. Bien évidemment, il faut le coût d'installation. Et c'est dommage parce que économie d'énergie, énergie plutôt gratuite, et surtout, c'est bon aussi pour la planète. Donc, tout le monde s'y retrouver, y compris l'image, ça sont des études qui l'ont montré, y compris l'image des propriétaires ou des occupants sur leur propre logement dès lors qu'il y a une installation énergie renouvelable qui est intégrée. Voilà. Et du coup, est arrivé, qu'est-ce qu'on fait de tous ces constats et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on y répond ? Voilà. Et là, je laisse la parole à Gwen. Donc voilà, vous avez compris le cheminement qu'on a eu. On retrouve vraiment tout ce que vous avez présenté. On arrive tous au même constat, hein, on est tous conscients. Donc je vais essayer d'être rapide, concise, parce que bon, c'est pas facile de passer la dernière juste avant la pause repas. Essayez de vous garder encore un peu attentif. Alors, ce projet, donc Nathalie de l'historique vous l'a refait, on va pas y revenir. Les constats qu'on a pu avoir avec les réseaux. Donc, Tout faire dans la dentelle est une poursuite vraiment de l'action qu'elle vous a présentée quand le logement rend malade. C'est vraiment la continuité, tous ces constats qu'on avait à travers les SLIM, à travers ces actions-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est un déploiement, donc nous, ça nous a permis déjà de travailler nos activités en interne au CREAC. On est opérateur depuis 22 ans. Des visites, on en fait beaucoup. On a parlé des pérennités, des financements, voilà, ce genre de choses. C'était aussi ouvrir un nouveau champ et travailler. Donc, ça a été le pôle santé et habitat. Donc, moi, je suis chef de pôle sur ces actions-là. Donc, je me suis formée en tant que CMEI, vous l'avez compris, parce que j'avais des prérequis. Je suis arrivée au CREAC plutôt sur la partie eau, donc consommation d'eau, ce genre de choses. Mais j'avais une formation dans l'eau avec tout ce qui était pathologie liée à l'eau, eau thermale, eau de santé. Donc j'ai pu aller aussi en formation parce que j'avais quand même des prérequis. Et on a intégré donc la compétence santé, alors différemment un petit peu de ce que je vous ai présenté sur l'aspect très classique de conseillère médicale en environnement intérieur qui passe par le médecin. On a cette compétence, on voit bien que nous on est déjà dans les logements, on a déjà le pied à l'intérieur à travers nos actions. Donc moi je viens en tant que consultante santé, je fais des visites santé à proprement parler, je ne fais pas des visites CMEI, parce que je ne suis pas financée par l'ARS notamment. Mais le constat reste le même, on voit les mêmes choses, et je pratique des analyses aussi. Donc on a intégré cette compétence santé, notamment avec le SLIM. Donc aujourd'hui, on est en phase de test sur la Gironde pour faire des visites secondaires santé pour des personnes qu'on a déjà vues, qui sont passées donc, par l'opérateur SLIM, donc, qui a fait les préconisations techniques. Et quand il y a eu une expérience aussi en Bretagne sur ça. Voilà. Exactement. Voilà.
Exact, ouais. C'est un peu le même principe. C'est quand on a travaillé sur le logement, ils sont formés, ils voient un petit peu les questions comme on a pu le former sur la précarité. Quand il y a des axes santé ou quand il y a des pathologies chez les patients, ils peuvent faire appel à moi. Moi déjà, je lis le rapport, je leur donne quelques conseils et je me déplace s'il y a besoin. Donc, on a mis en place une feuille de scoring, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand le logement rend malade à l'envers. Voilà, donc on commence par le volet énergie, on met un scoring, si le score, si les questions génèrent un score supérieur à un certain niveau, ça déclenche la visite purement santé. Voilà. Et derrière, ça nous permet, on a une travailleur social au sein du CREAC qui va faire donc toute la partie médiation, le suivi derrière, et avec la double entrée, va pouvoir mettre en place des choses où au moins voilà, ça peut appuyer les constats qu'on vous a montré tout à l'heure sur quand le logement rend malade. Donc voilà, donc on a lancé cette action, tout faire dans la dentelle pour la continuité. On vous en a parlé, lutte contre la précarité, je pense qu'on est tous là pour ça, on ne va pas revenir dessus. L'impact santé sur les occupants, on vient de bien en débattre. Et ensuite, cette partie UNR. En fait, on a pris un peu tous les blancs qu'on a pu voir dans nos accompagnants. Qu'est-ce qui se passe derrière les visites? Ça fait maintenant 10 ans qu'on fait des visites à domicile, même plus. On les fait, on fait des préconisations, des orientations. Qu'est-ce qui se passe derrière? Comment on peut répondre? On leur a mis des schémas, des scénarios de travaux. Qu'est-ce qu'ils vont mobiliser? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a voulu aller plus loin parce qu'on se rend compte que l'aspect santé est quand même un point important. Et aussi, l'accès aux énergies renouvelables, c'est les parents pauvres de la rénovation. On utilise toutes les aides de droit commun, on fait de l'isolation, on change plutôt le chauffage. Et derrière, tout ce qui est qualité d'air, tout ce qui va être santé et ENR, il y en a rarement dans nos rénovations. Donc là, c'est là où on s'est monté. On a fait un fonds spécifique qui est tout faire dans la dentelle. Ça s'appelle dentelle tout simplement parce que c'est pour répondre aux petits blancs. Enfin, c'est vraiment une aide. C'est pas un fonds qui est là pour. Il n'est pas systématique. Il n'est pas systématique. Ouais. Il va s'adapter aux besoins des situations et il va être personnalisable en fonction des situations sur ces deux grands axes quand même. Voilà. Donc ça va être un accompagnement dans la dentelle. L'action, ça on l'a vu. Bon, je ne sais pas pourquoi elle est revenue. Non, avant, voilà. J'avais déjà vu l'autre. Non, avant. La méthode. Non, avant, juste avant. Voilà. Donc vous avez compris comment ça va se passer. On s'appuie en fait sur des choses qu'on a déjà. C'est la synergie des partenaires, des compétences. On a des CIM, on a des opérateurs techniques, on a des partenaires financiers. On a fait tout ce travail qui a été présenté sur le CIM en amont, mobiliser tout le monde. Maintenant, on va les mettre en comité de pilotage, on va les fédérer. Les fédérer ensemble et apprendre à travailler ensemble sur des modèles. Notre repérage, c'est le même que sur le CIM. C'est issu. Alors, pour Dentelle, c'est vraiment pour l'instant issu du parc privé. On ne va pas sur le bailleur public. Ils ont pas mal de choses. On travaille avec eux dans le cadre du CIM. Donc, ce fonds-là ne sera dédié pour l'instant qu'au parc privé. C'est là où il y a le plus de besoins, il y a le plus de manques. Donc, ce sera des actions avec les partenaires et le CREAC. On est tous en comité de pilotage et on est là pour apprendre à travailler ensemble et répondre avec nos spécificités à la situation qui nous est présentée, au ménage. Donc tous les diagnostics qu'on va faire, donc on les retrouve énergie, eau, avec le CIM, qualité de l'air intérieur, avec le CIM ou avec moi, ça va dépendre en fonction. Des équipements de mesure, on va en mettre en place, on met pas mal de choses, on peut monitorer même le logement. On aura aussi des ratios de consommation, c'est un peu quantifier la précarité, les manques, tout ce genre de choses. Ensuite, on va en mettre en place donc un petit peu la démarche négawatt qu'on connaît tous. On utilise les aides à la pierre, on va utiliser tout ça et derrière, on va aller jusqu'à l'énergie renouvelable. Nous, le fonds, il est là pour ça, financer et à la fin, il y a une installation d'énergie renouvelable pour les ménages. Et il y a un point qui est fait sur la qualité de l'air intérieur et sur la situation sanitaire du ménage. Donc voilà, c'est pour ça qu'on systématiquement, il y aura une étude ENR sur chaque visite et chaque rapport. Et ensuite, c'est là où tout se joue. C'est mettre tout le monde, c'est la cocotte minute, ça va être les mettre autour de la table, autour du dossier, faire une ingénierie financière, quels sont les scénarios, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on va mobiliser. Donc on n'est pas là pour rajouter en dispositif, on est là pour qu'ils permettent de centraliser ce qui existe déjà, parce qu'on a les compétences en interne, je vous le redis, techniques et financières, avec des conseillers qui exercent depuis longtemps. Donc on a les scénarios de travaux, on a les prix. Après, il y aura les devis. Le ménage reste acteur quand même. Nous, on va l'accompagner
tout au long pour qu'ils soient acteurs et qu'ils se mettent dans une démarche de travaux, parce que c'est quand même long. C'est les personnes en précarité énergétique, c'est quand même presque 12 mois, on se rend compte, pour arriver à une rénovation, même plus. Et ça va être de la longue haleine. Donc là, on est là pour les accompagner, les garder motivés dans la démarche et aller mobiliser avec eux, leur expliquer toutes les aides à la pierre, toutes les aides de droit commun. Il y a les aides à la pierre, les plus classiques, l'ANA ou quelque chose. Il y a des C2E, on peut avoir des pré-CAF aussi sociaux pour remplacer de l'électroménager. Il y a plein de choses qui existent. Donc on est là pour aller mettre tout ça bout à bout, clarifier un peu le schéma parce que c'est pas simple. Il y a plusieurs dossiers, des fois pas avec les mêmes... non, ça peut les perdre aussi. Donc on est là pour faire tout ce suivi-là financier. Et après, autour de la table, je vous parlerai des partenaires et ce qu'on met en place. Parce que ça, c'est important aussi. Chacun va pouvoir se positionner sur le dossier. Très bien, il y a ça. Combien le ménage peut avoir de reste à charge? Parce que c'est bien de les impliquer. Et quand même, qu'ils aient l'impression de faire quelque chose. Si on fait tout à leur place, dans le temps, c'est pas viable. C'est pas une démarche, même je dirais, socialement pour eux. Par contre, tous les partenaires autour de la table vont pouvoir dire nous, on peut mettre ça en place. Nous, sur les scénarios de travaux, on a ça, on va le faire. On va aller mobiliser ça à travers ce fonds-là. Donc, on va vous en parler juste après. Et après, suivi dans le temps. Donc, les garder dans la démarche, la mise en place et l'appropriation d'éco-gestes et des installations qui ont été faites dans le logement. Voilà un petit peu la démarche. Donc, le but maintenant, ça va être de pérenniser ce fonds-là. Donc, on est vraiment en première année phase de test. Premiers accompagnements sur des ménages. Et on est en train de monter tout un réseau de partenaires à ce fonds. On a été aidés dès le début parce qu'on avait déjà travaillé ensemble. C'est l'historique, c'est tout ce qu'on a dit juste avant. Ce fonds-là, c'est pour ça qu'on est déjà en phase de démarrage. On a été soutenu dès le début par la Fondation Abbé Pierre, par Procivis pour un aspect plus technique, logistique, technique, accès à certains modes de financement pour les ménages, et la Fondation Watt for Change. Qui a lancé, il y a un appel à projet de lutte contre la précarité énergétique l'année dernière, je crois. Ouais. C'est ça. Donc là, on a eu ces 3 partenaires qui nous ont soutenus quasiment dès le début, dès qu'on en a parlé. Alors, ça peut être sur des rencontres. Voilà, on a commencé à parler de ces manques-là. Ils avaient suivi les autres dossiers, donc c'était aussi pour eux la poursuite logique d'action déjà engagée. Je dirais même que la Fondation Abbé Pierre nous a dit allez Nathalie, et maintenant qu'est-ce qu'on fait pour ces ménages? Voilà. Qu'est-ce qu'on évoque là? Où est-ce qu'on va? Ils avaient déjà un peu devancé, ils avaient les mêmes constats de nous. Après 10 ans, on travaille en partenariat, on fait des visites, on a tous un peu qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi? Où est-ce qu'on va plus loin? Donc c'est ce qu'on disait, ça a été très clairement dit dans l'atelier juste avant, la construction de réseaux sur le long terme. Donc on a eu cette chance-là de pouvoir démarrer. Aujourd'hui, on continue à prospecter, à rencontrer des gens, donc ça occupe beaucoup de temps, chez Nathalie notamment. Donc il y a le financement classique. On a aujourd'hui une enveloppe de quasiment 3 à 4 000 euros à peu près par ménage qu'on va pouvoir accompagner cette année, pour financer une installation notamment d'ENR ou des équipements spécifiques pour la santé. Moi, j'ai beaucoup de situations où des personnes sont allergiques aux acariens. Ça peut paraître bénin. Je peux vous dire que quand on a un ménage, il y a des choses qui existent. Il y a des housses où on vient enfermer le matelas complètement, où l'allergène reste bloqué. Quand les gens se réveillent le matin, qu'ils ont une housse anti-acarien qui peut coûter 150 à 200 euros, des fois, ils n'ont pas la possibilité de l'acheter. On voit bien pour l'électroménager, il y a des raisons sanitaires, ce serait bien de le changer, ils ne le font pas. Ça peut changer vraiment le confort et le quotidien des gens. Une simple allergie, quand il y a des petites choses qu'on peut mettre en place, ça leur change le quotidien. Donc ça, on peut le prendre en charge dans le fonds, notamment. Donc ça va être des choses comme ça. Donc c'est le financement, je dirais, classique. Et ensuite, on est en train de mettre dans ce fonds-là tout un maillage de partenaires. Donc il y a plusieurs exemples de modes d'intervention, on dirait ça, de partenariat en construction. Mécénat de compétences, donc là, avec notamment la formation bénévole et l'autofabrication, ça va un peu ensemble. On a un partenaire avec qui on est en train de construire, notamment, c'est pour illustrer, je vais vous montrer, c'est Cap Autonomie, avec qui on travaille, qui va pouvoir, avec les ménages ou avec des bénévoles, donc c'est là où, avec les locomoteurs, ça donne plein d'idées d'avoir des bénévoles et des gens intéressés, auto-construire un système de chauffe-eau solaire. Ils viennent le construire et ensuite on a des bénévoles pour l'installer. On va faire des chantiers écoles et comme ça on pourra l'installer. Ça va nous permettre des économies d'échelle parce que on peut acheter la matière, nous dans ces cas-là avec le fonds,
les mettre en place, les bénévoles. Et plus on en fait, plus on peut avoir des économies d'échelle qui vont se créer et avoir un modèle économique viable dans le temps. Donc on peut le fabriquer avec le ménage ou avec d'autres personnes s'ils ont la compétence, le temps, la capacité, c'est à voir avec eux. Ça, c'est toute une partie de médiation aussi, de voir ce que le ménage veut faire, comment il veut s'impliquer. Le fabriquer et le mettre en place. Donc là, on a quand même des artisans formés qui sont référents, hein, on ne fait pas ça comme ça. Et derrière, des bénévoles qui vont pouvoir suivre. Ils s'engagent grosso modo sur 2-3 jours par an. Et donc, ça nous fait de la fabrication et des jours de pause. Alors, sachant qu'on est associatif et que ça fait des années que nos adhérents, nos rares adhérents, qui sont finalement tous au bureau, ou qui sont tous au conseil d'administration. Je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais voilà, on a la même figuration. On n'a pas de vie d'adhérents, donc on n'a pas d'adhérents au-delà du conseil d'administration. Mais quand même, ils sont tous retraités, et ils sont tous quasiment. Et pareil, ils viennent me voir en me disant Nathalie, qu'est-ce qu'on peut faire Donc là, on leur a trouvé une bonne occupation. Ils vont construire des chauffe-eau solaires, ils vont être formés à venir les poser sur les toitures de nos ménages en préca. Et du coup, comme ça, je ne veux pas non plus leur faire peur. Donc on a dosé un nombre de jours dans l'année, pour être sûr quand même de pouvoir compter sur eux, mais qu'ils aient en tête le fait qu'ils peuvent continuer à avoir toute leur vie. Ils ne vont pas être tous les jours avec nous sur les toitures. Donc on est l'équivalent de 3-5 jours dans l'année. Ils savent qu'ils seront mobilisés par nous pour monter des chauffe-eau solaires sur les toitures de nos ménages, accompagnés dans le cadre du fonds Dentelle.